Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle nous allons parler expatriation fiscale en parlant notamment du mythe des 183 jours en matière d'expatriation fiscale. Nous vous rappelons que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les commentaires. Vous pouvez également rejoindre notre Discord. Pour cela, c'est entièrement gratuit. Il suffit de renseigner votre adresse mail et vous recevrez par mail votre invitation. Donc renseignez une bonne adresse mail, sinon vous n'aurez pas l'invitation, en suivant le lien qui est dans la description. Donc, pourquoi le mythe des 183 jours et pourquoi parler de ça dans cette vidéo? Car tout simplement, nous voyons beaucoup de personnes croire qu'une expatriation consiste uniquement à passer 183 jours en dehors ou dans un pays. C'est normal, de nombreuses personnes sur Internet font la promotion des 183 jours mais ne comprennent pas les tenants et les aboutissants d'une expatriation fiscale. Cette fausse impression peut conduire à des erreurs, comme nous allons le voir dans cette vidéo à travers un exemple, donc nous vous invitons à rester jusqu'au bout. Vous pouvez être résident fiscal français en passant uniquement 45 jours en France par an, voire même moins, alors qu'une autre personne qui passera plus de 200 jours en France ne sera pas considérée de résidente fiscale. En effet, c'est la notion de foyer qui va être bien plus importante que la notion des 183 jours en France. En effet, on ne parle plus tellement de la règle des 183 jours depuis une décision de 1995 du Conseil d'État, mais de la notion de foyer. Il est de surcroît important de s'intéresser à la jurisprudence des instances françaises en matière de résidence fiscale pour mieux comprendre les enjeux de l'expatriation fiscale. C'est-à-dire qu'une personne ayant son foyer en France pourrait être considérée comme résidente fiscale, même si elle passe moins de 183 jours en France. De la même manière, une personne ne pourra être considérée de résidente fiscale française si elle démontre qu'elle possède son foyer à l'étranger, même si elle passe plus de 183 jours en France. Il est donc nécessaire de ne pas se cantonner à cette règle des 183 jours pour déterminer votre expatriation. Et surtout, comme nous le rappelons sans cesse, la fiscalité, c'est du cas par cas. Et à aucun moment, vous pouvez faire une généralité. Donc quand vous voyez un infopreneur qui vous dit « je me suis expatrié, je vais vous donner tous mes contacts et tout », fuyez. Parce que déjà, il y a de fortes chances qu'il ait fait mal les choses. Ça, c'est très fréquent sur Internet et on le voit. On ne va pas faire une vidéo sur tous les montages qu'on voit sur Internet, sinon on y sera encore en 2025. Mais dans le cas même où ça serait légal, bien fait, structuré, ça ne veut pas dire que c'est légal également pour vous. Ça veut dire que ça l'est pour lui, mais pas pour vous. Chaque situation est différente. Il est donc important de comprendre les concepts, savoir comment ils fonctionnent pour faire correctement les choses soi-même. En effet, cette notion de foyer, elle est présente dans d'autres pays également, qu'ils soient européens ou non européens. Et cette notion de foyer va vous permettre d'être résident fiscal sans y avoir à y passer 183 jours forcément. Attention encore au mythe d'Internet et aux apprentis fiscalistes, et encore si on peut dire apprentis, c'est gentil pour eux. Ça ne veut pas dire qu'en passant un seul jour en Estonie par exemple ou dans un pays, vous allez être résident fiscal. On vous renvoie à notre vidéo qu'on mettra en lien sur résident fiscal en Estonie sans y être. C'est pour cette raison que dans la partie résidence fiscale du programme Borderless Entrepreneur, nous étudions les conditions de résidence fiscale dans chaque pays. Ça permet notamment de savoir que le Panama a la notion de foyer dans sa législation, contrairement au Costa Rica, deux pays similaires, deux pays avec le même système d'imposition territoriale. Cependant, un expatrié costaricain devra absolument, pour être considéré de résident fiscal, passer 183 jours, contrairement à un résident panaméen, ce qui peut avoir une incidence colossale sur votre choix de destination. Ensuite, on peut parler des conventions fiscales internationales. Ce sont un élément déterminant dans le cadre d'une expatriation. C'est pour cette raison que dans le programme Borderless Entrepreneur, nous avons un module dédié à leur lecture et leur interprétation pour que vous sachiez lire une convention, que vous sachiez l'interpréter et que vous sachiez l'appliquer à votre pays de destination et le pays dans lequel vous allez établir votre résidence fiscale. On ne peut pas reprocher aux infopreneurs sur Internet de ne pas vous enseigner ce type de choses. On ne peut pas leur reprocher car ils ne savent même pas limite que ça existe. Donc ils ne vont pas vous en parler. C'est pour cette raison également que nous allons parler des règlements de conflit de résidence. Car il ne suffit pas de s'expatrier. Mais comment cela se passe si vous partez vivre dans un pays et que votre pays d'origine vous considère toujours de résident fiscal? Comment le problème se règle? Pareil, les autres infopreneurs, la concurrence, elle ne va pas vous enseigner ça. On ne peut pas leur reprocher car ils ne savent même pas que ça existe. Donc ils ne risquent pas de vous apprendre quelque chose dont ils ignorent l'existence.
Le règlement des conflits de résidence, ça va vous dire dans quel pays vous êtes résident fiscal lorsque deux pays vous considèrent de résident fiscal. Car effectivement, il est nécessaire de renforcer, protéger et sécuriser votre résidence fiscale. Ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de faire, de sécuriser pour pouvoir y voir sur le long terme et pas avoir de mauvaises surprises à court terme. Certains formateurs, même si le terme formateur n'est pas tellement bon, car un formateur est quelqu'un qui apprend quelque chose, on préfère les appeler des copieurs-colleurs Google, car c'est exactement ce qu'ils font. Ils copient-collent des choses qu'ils trouvent sur Google et après ils vous vendent 500 balles d'informations. 500 balles, c'est les moins chers d'entre eux. Et ils vont vous recommander des montages qui sont soit pas optimaux vis-à-vis de votre imposition, ces derniers ne maîtrisant pas les règles de taxation internationale, on ne peut pas leur en vouloir, qui vont fragiliser votre résidence fiscale, surtout au niveau des conflits de résidence, on ne peut pas leur en vouloir, ils ne savent même pas que ça existe. C'est pourquoi il est nécessaire d'adopter une stratégie particulière, stratégie que nous appelons, à tort ou à raison, sécurisation de la résidence fiscale. De cette manière, vous serez beaucoup mieux protégé et votre expatriation sera pleinement utile et efficace, car si vous expatriez pour des raisons fiscales et qu'au final vous êtes considéré de résident fiscal français et que vous payez l'impôt en France en vous étant expatrié, je ne pense pas que ça vous intéresse tellement. Comment maintenant s'expatrier correctement? Les quelques conseils qu'on peut donner aux gens qui ne vont pas rejoindre le programme Borderless Entrepreneur, c'est d'étudier les lois fiscales de chaque pays de destination. Quand on dit étudier les lois fiscales de chaque pays de destination, c'est pas aller dans Google et taper Deloitte, Tax Highlight, Panama 2020. Ça, laissez-le aux autres formateurs. Un Tax Highlight de Deloitte, c'est un résumé. Vous n'allez jamais expliquer un film, comprendre un film en lisant juste la jaquette derrière le DVD ou le court résumé sur iTunes ou Amazon. Prenons un exemple. On va prendre l'exemple de Pierre Ollier, expatrié à Malte avec une LLC américaine. Nous supporterons le fait qu'il soit résident non domicilié. On ne va pas faire un rappel sur les résidents non domiciliés, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Justifier à tort le choix de la LLC. Pourquoi justifier à tort? Car les résidents non domiciliés se disent revenus provenant de l'étranger, pas d'imposition. Donc ils se disent la LLC, elle est américaine, donc tous les revenus que je reçois de la LLC, ils ne seront pas taxés. Or, ce n'est pas le cas. Une LLC, c'est un partnership et c'est considéré de résident fiscal à Malte, donc c'est la pire des structures à utiliser avec un statut de non domicilié. Pareil, on ne peut pas reprocher aux gens et aux formateurs qui enseignent ça sur Internet car ils ne connaissent pas le fonctionnement d'une LLC. Ce n'est pas leur métier. Vous n'allez pas reprocher à votre ami de vous dire prendre l'aspirine si tu as mal au ventre et que ça ne marche pas. Donc on ne va pas reprocher de la même manière à une personne sur Internet de vous enseigner une mauvaise chose, elle ne le sait pas elle-même. Restons sur cet exemple de Pierre Ollier. Il est nécessaire d'étudier les lois fiscales du pays de destination, vérifier les conditions de résidence fiscale de son pays d'origine, pour ensuite vérifier le règlement des problèmes de résidence fiscale, ce qu'on appelle le règlement de conflit de résidence. Pierre Ollier est un Français, totalement imaginaire, on l'a pris comme ça, spécialiste de l'immobilier, qui a décidé de s'expatrier à Malte dans un premier temps en non domicilié. Il a décidé de créer une LLC au Delaware, que nous allons nommer la Dependent International Real Estate Corporation, après avoir suivi un master de droit fiscal du professeur Jean-Michel à peu près à la prestigieuse université elle aussi imaginaire, la Rigottini Law School. Disclaimer, c'est nécessaire, toute ressemblance avec des personnes réelles serait purement fortuite. Pierrot est un redoutable investisseur immobilier. Il sait comment acheter un appart, il sait comment le financer, il sait comment le rentabiliser. Il a acquis de nombreux biens immobiliers en France, il le montre dans sa formation justement, pour devenir indépendant financièrement. Il se déclare non-résident français car expatrié à Malte, il paye ses impôts sur ses biens français en France car les biens sont situés en France, c'est la règle de situation de l'immeuble qui prévaut, et le reste sur ses activités d'infopreneur, il est censé les payer à Malte. Mais vu qu'il reçoit tous ses revenus depuis une LLC et qu'il considère que c'est des revenus étrangers, il ne paye pas d'impôts. Mais dans sa tête, il est légal. Toujours dans le même exemple. Il passe bien 183 jours à Malte, il est donc résident non domicilié, donc imposé que sur ses revenus rapatriés à Malte. On peut dire qu'il passe 200, allez, on va y aller franco, on va dire qu'il passe 320 jours par an à Malte. Il est imposé que sur ses revenus rapatriés à Malte, ce qu'on appelle la remittance basis, c'est-à-dire le loyer de son appartement, ce qu'il a besoin pour vivre à Malte et pour mettre de l'essence dans le Boxer Peugeot. En France, il ne sera
il ne se considère plus résident fiscal. Après tout, il a suivi le cours du professeur à peu près et se dit qu'il passe bien 183 jours à Malte, donc yallah, il est tranquille. Et il a appliqué tous ces concepts à la lettre. Jean-Michel à peu près lui avait dit, si tu fais ce que je te dis, zéro souci, zéro tracas, zéro blabla. Cependant, si Pierrot avait suivi le programme Borderless Entrepreneur, on ne peut pas lui en vouloir, à l'époque il n'était pas sorti. Il aurait su déjà que l'acquisition de plusieurs appartements en France est considérée comme une stratégie d'investissement immobilière et revêt donc le caractère de centre des intérêts économiques. En ce sens, la décision de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 27 février 1996. Ça par contre, on ne peut pas dire que 24 ans, c'est très récent. À l'époque où il est parti, c'était déjà sorti. Que donc, il va être considéré de résident fiscal des deux États, comme on l'a dit précédemment. Il passe plus de 183 jours à Malte, donc il est résident fiscal à Malte, et vu qu'il a une stratégie d'investissement qui revêt le caractère de centre des intérêts économiques en France, il va être également résident fiscal français. Mais par contre, vu qu'il est nom d'homme maltais, il ne peut pas appliquer la convention fiscale, il ne peut pas se protéger, et in fine, ne va pas protéger sa résidence fiscale, car ne pouvant pas bénéficier du règlement des conflits de résidence, car non résident au sens de la convention. Que donc, il est résident fiscal français et doit payer l'impôt sur le revenu sur l'ensemble des bénéfices de sa LLC, car société transparente, on le rappelle, on ne peut pas piloter la distribution. Une LLC qui fait 1 million de bénéfices, vous êtes taxé à 1 million d'euros, même si vous envoyez que 10 euros sur votre compte bancaire, en France, auxquels se déduiront les impôts payés à Malte. L'expatriation la plus efficace du monde. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Si Pierrot avait pris le programme Borderless Entrepreneur, déjà il n'aurait pas choisi Malte. Et quand bien même il aurait choisi Malte pour l'environnement économique, pour l'environnement entrepreneurial, il n'aurait surtout pas pris une LLC américaine pour vendre ses formations sur l'acquisition immobilière. Car la LLC en résident nom d'homme n'est pas forcément la meilleure des structures à Malte. Il aurait fait ça différemment. C'est pour ça qu'on dit une LLC va pouvoir être une bonne forme pour une personne, mais pas pour l'autre. Dans ce cas-là, c'est vraiment pas du tout la meilleure forme qu'il aurait dû utiliser. Le programme Borderless Entrepreneur, on a besoin de faire un peu de pub, c'est pour ça qu'on fait ce type de vidéo également. Arrêtez de faire n'importe quoi, faites les choses correctement et sécurisez votre business. N'allez pas gagner beaucoup d'argent sur un an pour en payer 10 fois plus dans 3 ans. C'est pas très intelligent. N'allez pas gagner 100 000 pour en payer 200 000 dans 3 ans, pour avoir de mauvaises surprises. Sécurisez votre business, sécurisez votre situation et voyez long terme. Pas voyez comme si vous avez un cancer et que vous allez mourir demain et donc que vous voulez vous en mettre le maximum dans les poches. Par contre, il est nécessaire de dire, nous ne sommes pas des marketeurs. Donc, nous n'allons pas vous en mettre plein la vue avec nos magnifiques pages de vente. Elles font vraiment très amateurs. Et ça, on le reconnaît, c'est pas notre métier. On va pas s'inventer une compétence en marketing alors que c'est pas du tout notre métier. Par contre, on va vous apprendre comment bien faire les choses. Comment mettre votre business à un autre niveau et ce, entièrement légalement. Ça, c'est notre expertise. Donc, même si notre page est nulle, c'est pas le marketing qu'on va vous apprendre. C'est pas le web marketing qu'on va vous apprendre. C'est pas le taux de conversion on va vous apprendre. On va vous apprendre à sécuriser votre business. On va étudier les règles légales de chacun des pays pour que votre expatriation soit la plus sécure possible. Des dizaines de web entrepreneurs nous ont fait confiance et sont satisfaits. Alors, pourquoi pas vous? Si vous souhaitez rejoindre le programme, le lien se trouve dans la description. On espère vous compter parmi nous. Il y a un mastermind qui est gratuit. On va mettre en place également des conférences, des sortes de coaching collectif. Donc, si vous avez des questions, rejoignez le Discord public. Si vous souhaitez aller plus loin, rejoignez le programme. On espère vous retrouver à minima sur le Discord public. On vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.